Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Donc là, c'est le point sur l'Ukraine du 23 septembre 2023, avec comme titre principal la Pologne ne veut plus donner d'armes à l'Ukraine. Et enfin, les faits qui montrent que c'est très bientôt fini pour Kiev. Donc la guerre en Ukraine ne devrait pas durer encore très longtemps. Mais nous verrons bien. Alors comme d'habitude, cette vidéo est en trois parties. Donc les informations générales, la conclusion et enfin la carte militaire pour savoir ce qu'il se passe sur le terrain. Voilà. Donc on va commencer d'abord sur une mise à jour concernant le front. Alors concernant le front, sans surprise, les déclarations ukrainiennes qui prétendaient depuis un moment déjà avoir pris les petits villages de Kichilivka et d'Andriivka, au sud de Bakhmut, aussi appelé Artyomovsk, Artyomovsk c'est le nom russe, eh bien étaient fausses. Donc on a des drones qui sont passés au-dessus de Kishilivka et d'Andriivka et ils ont montré que ces villages étaient complètement rasés depuis un bon moment et qu'en fait il n'y a absolument personne, il n'y a pas âme qui vive, absolument personne. Donc ni les Russes ni les Ukrainiens peuvent dire qu'ils ont pris ces deux villages. Voilà. Mais on vous vante ça dans les médias occidentaux, évidemment, pour montrer que l'Ukraine avance. Ce qui est faux, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais bon, il faut comprendre le côté ukrainien. C'est très important de faire ce genre d'annonces, même si elles sont fausses. Ça permet de remonter le moral des troupes, qui est extrêmement bas présentement. Côté ukrainien, bien sûr. Il faut ajouter à cela des désertions massives. Et en plus, ajouter à tout cela, faut compter tous les soldats ukrainiens qui se rendent à l'ennemi, c'est-à-dire aux Russes, suite à la publicité qui a été mise sur Telegram, là, cette petite vidéo qui faisait comprendre aux soldats ukrainiens qu'il valait mieux se rendre s'ils voulaient rester en vie et donc revoir leur famille. Et à la fin de cette vidéo, il y a un numéro de téléphone anonyme qui permet de contacter le commandement russe sans que le commandement ukrainien le sache, donc en toute discrétion. Et cette vidéo a fait fureur et il y a eu apparemment un grand effet sur les soldats ukrainiens qui ont appelé en masse ce numéro. Donc il y a eu beaucoup de soldats ukrainiens qui se sont rendus. Alors cette fameuse vidéo, je vous l'ai déjà montrée dans un point sur l'Ukraine il y a très peu de temps. Par contre, je ne sais plus lequel. Mais il y a très très peu de temps. C'est soit le précédent, soit il y a 2 semaines. Donc jetez un œil si vous voulez. En tous les cas, au niveau de l'Ukraine, ça se présente extrêmement mal, ainsi qu'au niveau du recrutement, parce qu'évidemment, il y a d'énormes problèmes de recrutement. Ça, on le verra un petit peu plus tard. Alors maintenant, on va passer au sujet principal de ce point sur l'Ukraine, c'est-à-dire la petite guerre céréalière entre l'Ukraine, la Hongrie, la Slovaquie et surtout la Pologne. C'est une affaire qui a été très loin, et si loin que ça en est très inattendu. Bon, pour faire le point là-dessus, je vais vous montrer plusieurs articles de journaux, ce sera beaucoup plus clair pour vous. Alors on va commencer par l'article du New York Times. Zelensky dit au Conseil de sécurité de l'ONU que cela ne sert à rien tant que la Russie a un veto. Le président ukrainien s'est joint à de nombreux dirigeants mondiaux pour appeler à des changements au Conseil de sécurité où 5 membres permanents exercent un droit de veto, un obstacle important à l'action. Alors sa demande est ridicule, alors je crois que c'est dû à son ignorance, mais bon, s'il n'était pas ignorant et savait comment marchait le Conseil de sécurité, il devrait savoir que pour un changement du fonctionnement du Conseil de sécurité, il faudrait que les 5 membres permanents votent pour.
Or, cela ne se fera jamais. La Russie, la Chine, voire même les États-Unis mettraient un droit de veto au changement même de politique du Conseil de sécurité. Donc cela ne peut pas arriver, ça n'arrivera jamais, bien évidemment. Autre article, toujours du New York Times, 3 voisins de l'Ukraine interdisent ses céréales à l'expiration des restrictions de l'Union européenne. Les mesures barrières contre les ventes en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie ont été mises en place samedi matin, ravivant un problème qui menace la solidarité de l'Union européenne envers l'Ukraine. Autre article, donc du journal Breitbart, une coalition qui se fissure. Alors c'est pas le président polonais, c'est le premier ministre polonais Duda snob Zelensky à l'ONU et qualifie l'Ukraine d'homme qui se noie. Le premier ministre polonais Andrzej Duda aurait annulé une rencontre prévue avec le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky aux Nations Unies à New York, les relations entre les deux pays voisins étant devenues de plus en plus tendues sur la question des céréales. Alors bon, je sais pas si c'est la traduction de l'allemand en français, mais c'est pas aurait annulé, c'est qu'ils ont vraiment, Duda a vraiment annulé sa rencontre prévue avec Zelensky, donc il était vraiment en colère. Alors pourquoi Duda est vraiment en colère? Bah, tout simplement parce que suite aux actions de la Pologne, de la Slovaquie, de la Hongrie, mais il n'y avait pas que, hein, il y avait aussi la Bulgarie, la Roumanie aussi qui avait interdit l'arrivée des céréales ukrainiennes dans leur pays. Mais bon, la Bulgarie, la Roumanie ont assoupli leurs actions, va-t-on dire, contre les céréales ukrainiennes. Par contre, la Hongrie, la Slovaquie et la Pologne ont été extrêmement fermes. Et qu'a fait Zelensky? Ben, il a fait quelque chose d'extrêmement intelligent. Il a porté plainte à l'OMC contre la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie. Alors dès qu'il a fait ça, le Premier ministre Duda a tout de suite été immédiatement outragé. Et qu'a-t-il fait suite à son outrage? Eh bien, il a fait cela. Donc, lisons le grand journal anglais The Guardian. Que dit The Guardian? La Pologne n'enverra plus d'armes à l'Ukraine, déclare le Premier ministre polonais, alors que le conflit céréalier s'intensifie. Les commentaires du Premier ministre polonais font suite à l'accusation de Volodymyr Zelensky selon laquelle certains en Europe aident en fait la Russie. Alors pourquoi le Guardian dit ça? C'est parce qu'à l'ONU, Volodymyr Zelensky a fait un discours accusant de manière à peine voilée la Hongrie, la Slovaquie, mais surtout la Pologne, d'aider la Russie. Donc, petit coup de poignard dans le dos que la Pologne n'a vraiment pas apprécié. Donc, imaginez-vous, après que Zelensky ait porté plainte à l'OMC contre la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, il ajoute encore ce discours à l'ONU devant le monde entier qui dit que ceux qui font ça à l'Ukraine sont des traîtres et en fait aident la Russie. Vous vous doutez bien que là, bon là on parle que de Duda. Bon, en restant sur la Pologne, vous vous doutez bien que la Pologne n'a pas du tout apprécié tout cela. Ce qui a fait que, bon, évidemment, la Pologne en est arrivée à dire que, bon, ben, nous, on n'enverra plus d'armes à l'Ukraine. Voilà, si c'est comme ça, on va faire ça. Alors, ces quelques articles sont intéressants, vous donnent quelques faits, mais ça ne vous donne pas une analyse profonde. Alors, il faut savoir que l'origine de tout cela, c'est le fait que la Russie est partie de l'accord céréalier ukrainien. Pourquoi la Russie en est partie? Parce qu'elle perdait trop d'argent. Pourquoi perdait trop d'argent? Parce que l'accord céréalier qui a été fait par les Occidentaux et la Russie, eh bien le côté occidental n'a pas respecté les accords céréaliers et donc la Russie perdait trop d'argent. C'est pour ça que la Russie en est partie. Ensuite, la Russie a dit, écoutez, nous, on ne peut plus assurer la sécurité des bateaux. Donc, qu'a fait l'Ukraine? Elle a essayé, évidemment, de
tout faire passer via le continent et un petit peu via le Danube. Mais évidemment, via le Danube, c'est ridicule. Donc tout par camion et via le continent. Donc l'Ukraine a inondé ses céréales le continent européen. Et qui en a le plus souffert? C'est la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne. Donc ces pays-là ont hurlé et ces pays-là ont dit bah non, nous on veut plus de céréales ukrainiennes parce que nos agriculteurs perdent trop d'argent, étant donné que l'Ukraine vendait les céréales à ces pays-là à un prix extrêmement bas, extrêmement bas. Donc les agriculteurs de ces pays-là perdant tant d'argent, et en plus ça tombe mal pour pour l'Ukraine, puisque là, très bientôt, il y a des élections en Pologne et des élections en Slovaquie. Et que là, bah, faut bien penser aux agriculteurs, qui sont très importants en Pologne, très importants en Slovaquie. Donc politiquement, ça tombait très 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 mal pour l'Ukraine. Et donc la Pologne et la Slovaquie, chez qui les agriculteurs sont extrêmement importants, et bien au niveau des votes, bien sûr, eh bien, il y a eu un durcissement très fort en Pologne et en Slovaquie. Là, on a principalement parlé de la Pologne, puisque c'est le pays le plus important de tous ces pays-là. Donc, au final, les agriculteurs de ces trois pays, puisque là, pour le coup, on parle de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Pologne, ont tellement hurlé que le gouvernement était obligé de réagir. Et donc, ils ont réagi très fort en interdisant les céréales ukrainiennes, carrément. Donc là, Zelensky a hurlé et il a porté plainte à l'OMC. Il a porté plainte contre ces trois pays. Alors vous doutez bien que ces trois pays-là, dont la Pologne, ont hurlé eux aussi et ont été outragés de ce qu'a osé faire Zelensky, carrément porté plainte officiellement à l'international contre eux. Le Premier ministre polonais Duda a réagi, comme vous le savez, on vient de lire les articles de journaux. Voilà. Alors, faut savoir que les États-Unis, eux, sont vraiment pas contents aussi, parce qu'il y a une grande partie des terres ukrainiennes qui appartiennent à des grands groupes américains. Monsanto, BlackRock et autres. Alors, je ne vais pas tous les citer puisque je ne les ai pas tous en tête. Donc, en fait, il y a une grande partie des céréales ukrainiennes qui, en fait, appartiennent aux Américains. Donc évidemment, s'il n'y a plus cette vente de céréales, bah, les grandes firmes américaines qui ont acheté des terres en Ukraine après 2014, et il y en a beaucoup, et non seulement il y a beaucoup de firmes, mais en plus ils ont acheté énormément de terres ukrainiennes, et bien ces firmes américaines perdent de l'argent. Vous comprenez maintenant? Donc tout ça, c'est des facteurs, c'est un des facteurs qui fait que les États-Unis ne lâchent pas le morceau et veulent continuer la guerre pour que tout redevienne comme avant. Comme ils ont vu qu'ils perdaient la guerre, maintenant ils veulent arrêter la guerre, mais plus pour la victoire ukrainienne. Ils savent très bien depuis plus d'un an que cela n'est plus possible. Donc tout simplement, ils veulent là maintenant arrêter la guerre pour que les affaires reprennent normalement concernant la vente de céréales. Là maintenant, on va regarder un article de Newsweek qui a été fait par un chercheur américain spécialiste de la défense militaire américaine. Et vous allez voir ce qu'il dit sur le vrai nombre de morts ukrainiens depuis le 4 juin, c'est-à-dire depuis le lancement de la grande offensive. Et étrangement, sa conclusion donne un chiffre quasiment identique à ce qu'avait annoncé Vladimir Poutine à la télévision russe quant au nombre de morts, c'est-à-dire 71 000 morts et blessés très graves, selon Vladimir Poutine, depuis le 4 juin. Regardons cet article ensemble. Alors, que dit l'article de Newsweek? Il est temps d'admettre la vérité sur la guerre en Ukraine et de corriger le tir. L'article a été écrit par Daniel L. Davis au 18 septembre. Alors, qui est-il? Parce que ça, c'est la traduction Google qui est vraiment mauvaise. Eh bien, Daniel L. Davis est un officier à la retraite de l'armée américaine et un analyste de la politique étrangère des États-Unis. Il fut l'un des premiers officiers militaires américains à critiquer publiquement la guerre en Afghanistan. Voilà, bon, revenons à Newsweek.
Alors, que lit-on? Alors que d'éminents hommes politiques, généraux et experts américains continuent de plaider en faveur d'un soutien illimité à Kiev dans sa guerre contre la Russie, une analyse sobre et précise de l'offensive estivale presque achevée de l'Ukraine révèle que le sacrifice héroïque que l'Ukraine continue de faire ne produit que peu ou pas de sens. Progrès vers l'objectif d'expulsion de la Russie du territoire ukrainien. Washington devrait plutôt opérer un changement de cap nécessaire et élaborer une nouvelle politique basée sur les dures réalités du combat en Ukraine, fondée sur la réalité du terrain. Réviser les objectifs donnera à Washington et à Kiev une chance de préserver les vies ukrainiennes et les intérêts américains. La politique actuelle de Washington ne fait ni l'un ni l'autre. Malgré de grands espoirs de succès rapide, l'offensive ukrainienne en préparation depuis des mois a échoué dès le début. Cela n'aurait dû surprendre personne à la Maison-Blanche. Le 5 avril, 2 mois avant le début de l'offensive, j'écrivais que les troupes de Zelensky, avec peu ou pas de puissance aérienne et une pénurie de munitions d'artillerie, pourraient subir d'énormes pertes tout en gagnant peu. 5 jours plus tard, le Washington Post révélait le contenu d'une fuite d'une évaluation très secrète des renseignements américains qui prévoyait également que l'offensive ukrainienne serait probablement bien en deçà des attentes et que les carences persistantes de l'Ukraine en matière de formation et d'approvisionnement en munitions mettraient probablement à rude épreuve les progrès et aggravaient les pertes pendant l'offensive. Le nombre total de morts ukrainiens pendant la guerre à cette époque était estimé à seulement 17 500. Alors je tiens à noter que la fuite de ces documents secrets américains a fait l'objet d'une vidéo de ma part où j'avais déjà dénoncé tout cela, j'avais déjà dit tout ça en fait. Bon, évidemment, moi étant minuscule sur YouTube, c'est passé inaperçu. Dans tous les cas, vous avez eu le scoop de ma part d'avoir accès à la fuite de ces documents que je vous avais montré dans ma vidéo. Voilà, je tenais à le dire. Environ 1 mois avant le début de l'offensive, j'ai de nouveau prévenu que les chances étaient lourdes contre Kiev, dans le sens mauvaise. Pour réussir, et j'expliquais, l'Ukraine devait mener la tâche la plus difficile de la guerre terrestre moderne, une opération interarmes contre une force ennemie retranchée et préparée à une attaque, compliquée par le manque de munitions d'artillerie, avec une puissance aérienne limitée et une défense aérienne minimale. Vous notez? Une défense aérienne minimale. C'est ce que je vous dis dans tous mes points sur l'Ukraine. Je vous avais dit à chaque fois que depuis maintenant 6 ou 7 mois, la défense aérienne ukrainienne est extrêmement ténue. Et c'est pour ça que les forces aériennes russes maintenant n'hésitent plus à utiliser leurs avions et leurs hélicoptères pour détruire des véhicules blindés ou des tanks. Voilà, donc c'est confirmé par ce monsieur. Néanmoins, à la veille de la bataille, certains analystes occidentaux restaient optimistes. Cependant, une fois l'offensive lancée le 5 juin, en fait il s'est trompé, c'est le 4 juin, c'est pas grave, cet optimisme s'est rapidement évaporé. Au cours des 2 premières semaines de combat, les brigades de pointe ukrainiennes ont subi des pertes massives en blindés et en personnel, tout en ne capturant pratiquement aucun territoire. Vous entendez ça? Et quand il dit les brigades de pointe, il parle des brigades d'élite ukrainiennes. Il faut savoir qu'elles ont été réduites à très peu de choses suite à la prise de Mariupol, parce qu'en fait, à Mariupol, c'est là qu'il y avait les meilleures troupes ukrainiennes, quoi, le gros des meilleures troupes ukrainiennes. Là, maintenant, la seule connue qui avait été dévoilée à Zaporijjie par le New York Times, la seule restante connue, c'était la 82e brigade ukrainienne. Et là, maintenant, étant donné que ce fut un fiasco à Zaporijjia, même la 82e brigade n'est plus.
Bref, je reprends. Les brigades de pointe ukrainiennes ont subi des pertes massives en blindés et en personnel, tout en ne capturant pratiquement aucun territoire. À la fin de la troisième semaine, ils avaient perdu environ un cinquième de leur force de frappe, obligeant l'Ukraine à changer radicalement de tactique. Au lieu de, Au lieu de diriger avec des chars et autres véhicules blindés, qui, comme on pouvait s'y attendre, étaient engloutis dans les champs de mines et par les missiles anti-chars et les obus d'artillerie russes, l'Ukraine a opté pour un système d'attaque centré sur l'infanterie. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous avais dit dans mes points sur l'Ukraine, où je vous avais dit qu'ils avaient abandonné cette tactique. Maintenant, pour n'attaquer qu'avec des véhicules blindés légers et de l'infanterie, pour pouvoir déminer avant. Mais évidemment, tâche titanesque. Même si ce changement a effectivement entraîné des gains supplémentaires, le coût était exorbitant. Le 29 août, la BBC a rapporté que de nouveaux rapports divulgués suggéraient que les morts au combat en Ukraine avaient explosé depuis le début de l'offensive, c'est-à-dire le 4 juin. Alors que l'Ukraine aurait perdu 17 500 soldats au cours de la première année de la guerre, on estime actuellement qu'elle a perdu un chiffre stupéfiant de 50 000 morts supplémentaires pour un total de 70 000 morts et 120 000 blessés. Alors évidemment, là on parle depuis le début de l'offensive, hein, bien sûr. Donc vous voyez, on va pas tout lire, mais tout cela rejoint les chiffres de Vladimir Poutine. Voilà. Donc cet article tombe à point nommé car elle donne plus de vérité, plus de réalité sur le terrain quant aux morts ukrainiens. Là maintenant, on va voir un extrait d'une vidéo très édifiante, très importante, de Stoltenberg, chef de l'OTAN, qui fait une déclaration édifiante en réalité sans même s'en rendre compte lors d'un conseil de sécurité de l'OTAN. Alors l'extrait de vidéo est en anglais mais c'est sous-titré en français. Je vous laisse voir ça et après je vous donnerai mon commentaire. Increased production. Lastly, on Sweden, first of all, it is historic that now Finland is a member of the alliance. And we have to remember the background. The background was that President Putin declared in the autumn of 2021, and he actually sent a draft treaty that he wanted NATO to sign to promise no more NATO enlargement. That was what he sent us. And that was a precondition for not invade Ukraine. Of course, we didn't sign that. The opposite happened. He wanted us to sign a promise never to enlarge NATO. He wanted us to remove our military infrastructure in all allies that have joined NATO since 1997, meaning half of NATO, all the Central and Eastern Europe. We should remove NATO from that part of our alliance, introducing some kind of E and B or second-class membership. We rejected that. So he went to war to prevent NATO, more NATO close to his borders. He has got the exact opposite. He has got more NATO presence in the eastern part of the alliance, and he has also seen that Finland has already joined the alliance, and Sweden will soon be a full member. Là, on vient de voir Stoltenberg, le chef de l'OTAN, avouer, sans s'en rendre compte bien évidemment, toute l'hypocrisie et la mesquinerie de l'OTAN. Que dit-il? Il dit, en automne 2021, Vladimir Poutine nous a proposé un traité comme quoi l'OTAN devait reculer pour revenir à l'état qu'elle était en 1997. Et il ajoute, un énorme mensonge d'ailleurs, si l'OTAN ne fait pas ça, on envahira l'Ukraine. Vous imaginez Vladimir Poutine, en automne 2021, dire, bon bah voilà, je vous propose ce traité-là, si vous ne le respectez pas, on envahit l'Ukraine. Vous imaginez un peu le mensonge qu'il donne là, pour faire passer son argument de traité historique de Poutine, pour faire passer ça. Hein. Parce qu'il ajoute, très fier de lui, en se vantant, il dit, bah, vous voyez maintenant à quoi ça l'a mené? Maintenant, la Finlande et la Suède font partie de l'OTAN.
Voilà, donc l'OTAN rigole en dernier, là, ici. Vous voyez, et il fait passer ça en disant, voilà, que Vladimir Poutine, hein, lui, il menaçait d'envahir l'Ukraine si on ne respectait pas le traité qu'il proposait. Vous voyez le mensonge et l'hypocrisie et la mesquinerie, comme je le disais. En fait, là, il ment totalement sur l'histoire. N'oublions pas les accords de Minsk II qui n'ont jamais été respectés par l'Allemagne et la France, alors que l'Allemagne et la France devaient faire respecter ces accords concernant l'Ukraine. Ils devaient forcer l'Ukraine à faire cet accord, à respecter les accords de Minsk II. Ça n'a jamais été fait et au contraire même, Angela Merkel, François Hollande ont avoué qu'ils avaient roulé Vladimir Poutine dans la farine, tout ça pour fortifier l'Ukraine en vue d'une future guerre avec la Russie. Donc vous voyez, ça on ne le dit pas. On ne parle pas du bombardement du Donbass pendant 8 ans, même plus, si on va jusqu'à maintenant, et que ça a fait plus de 14 000 morts en tout. Ça on ne le dit pas. On ne dit pas pourquoi Vladimir Poutine est intervenu en Ukraine. Ça, il ne le dit pas, Stoltenberg, dans sa conférence. Parce que officiellement, je vous rappelle que la Russie, un jour comme ça, a dit, tiens, je vais envahir l'Ukraine, je vais envahir le Donbass, parce que ça nous prend comme ça. Voilà, ça c'est la version officielle. Mais là, il avoue que le fait que l'OTAN qui avançait était une ligne rouge pour la Russie et que cette ligne rouge devait être respectée, jamais dépassée. Mais bon, bien évidemment, vous savez que l'OTAN a toujours continué malgré tout, malgré la promesse de George Bush à Gorbatchev à l'époque en 1990. Mais bon, c'est ainsi. On va passer à une autre information. Le 22 septembre, l'agence de presse TASS annonce que le régime de Kiev a lancé dans l'après-midi une attaque de missiles sur Sébastopol, endommageant le quartier général historique de la flotte de la mer Noire. Les troupes de défense aérienne russes ayant abattu 5 missiles de croisière, je précise, a indiqué le ministère russe de la Défense. Le ministère a ajouté que selon les informations disponibles, un militaire a été tué. Je vais vous montrer les images de ce quartier général endommagé. Bon là maintenant on va parler matériel militaire. Très récemment, un F-35B américain s'est crashé en Caroline du Sud. Le pilote a pu s'éjecter, mais le Pentagone, les militaires américains, n'ont pas pu retrouver l'avion. Il leur a fallu plusieurs jours pour retrouver les débris de l'avion. Et d'ailleurs, ils ont mis tant de temps parce qu'ils ont demandé à la population de la Caroline du Sud de les aider à le retrouver. Donc il n'y avait même pas de système de repérage, de localisation. C'est très très étonnant. Alors moi j'ai un petit peu plus d'informations, je vais vous montrer ça. Quand on va sur le compte de Yann Malmström, qui est un commentateur de droite très connu aux États-Unis, que lit-on? Green Hill Software produit le système d'exploitation Integrity 178B qui alimente les F-35, F-22, F-16 et B-2. Les B-2, c'est les bombardiers furtifs américains d'une valeur d'environ, ça dépend le modèle, 700 millions de dollars, donc ce qu'il y a de plus cher au monde. Il équipe également l'Airbus A380. Il est également fort possible qu'il y ait une fuite. Vous comprenez maintenant pourquoi toute la flotte aérienne de l'USMC a été immobilisée. USMC, c'est US Marine Corps, qui est une des branches de la flotte aérienne navale des États-Unis, le F-35B étant la version navale du F-35. Et que lit-on sur le même post sur Twitter concernant ce problème? On a Brian Larkin. On va faire afficher plus et on va en savoir un peu plus sur lui. Voilà, donc on traduit. Donc Brian Larkin, présentement, c'est un ingénieur en cybersécurité au département de la défense américain. Et que dit-il? Je veux juste déclarer pour mémoire que j'ai averti le gouvernement américain d'une fuite potentielle
du système d'exploitation Integrity 178B, donc concernant l'Amérique du Sud. Bon, ça c'est la traduction Google. Depuis littéralement plus d'un an et demi maintenant. Devinez quel système d'exploitation alimente le F-35? C'est Integrity 178B. Et là, comme il avait averti la NSA, il dit « je vous l'avais bien dit ». Et là, c'est clin d'œil au département de cybersécurité de la NSA. Et maintenant, regardons un article de CNN du 19 septembre. Les équipages commencent à récupérer les débris d'un avion de F-combat F-35 d'une valeur d'environ 100 millions de $, alors que les enquêteurs enquêtent sur l'accident qui a forcé un pilote à s'éjecter. Donc là, vous voyez les images. Voilà, donc on va pas tout lire, hein, mais juste pour la présentation. Après la disparition d'un avion de combat F-35 dans le ciel de Caroline du Sud, les autorités ont retrouvé son champ de débris et ont lancé une enquête sur l'accident qui a forcé son pilote à s'éjecter, selon le corps des marines des États-Unis et un responsable de la défense connaissant l'affaire. Le pilote s'est éjecté dimanche près de Charleston et a été emmené dans un établissement médical. Et que lit-on un peu plus bas? Le jet F-35B Lightning II est décrit comme l'avion de combat le plus meurtrier et le plus robuste, parce que la traduction Google évidemment étant ce qu'elle est, le plus robuste et le plus connecté au monde par Lockheed Martin. L'avion coûte environ 100 millions de $, a déclaré Russell Gomaire, porte-parole du bureau du programme conjoint F-35. L'ensemble du programme F-35 devrait coûter 1700 milliards de $, sur la durée de vie de l'avion. On ne sait pas exactement ce qui a poussé le pilote à s'éjecter dimanche. Donc maintenant, vous allez avoir mon analyse. Cette affaire du F-35 est extrêmement humiliante et embarrassante pour les États-Unis. Parce qu'il ne faut pas oublier que le F-35 a un très lourd historique. Il a subi des crashs à de nombreuses reprises. Cet avion est toujours en phase de test. Il y a des centaines de points qui doivent encore être régularisés sur le F-35. C'est-à-dire qui causent problème, dont on a détecté des erreurs et qui causent problème, et qui sont toujours pas réglées. Et pourtant, le F-35 a été vendu à plusieurs pays. Bon, c'est des pays vassaux des États-Unis et on les a forcés à les acheter puisque ces pays-là ne voulaient pas du F-35. Mais les États-Unis ont obligé certains pays à l'acheter alors que c'est un avion qui est toujours en phase de test. Et là, avec ce dernier événement qui est exceptionnel de gravité, eh bien, on apprend que le système d'exploitation 178B connaît des défaillances de sécurité et que déjà l'Amérique du Sud, étrangement, vous allez me dire, est pointée du doigt. Alors pour une fois qu'on n'accuse pas la Russie ou la Chine, c'est assez surprenant. Mais bon, c'est comme ça. Et on a un témoignage direct du département de la Défense, de quelqu'un qui s'occupe justement des affaires de cybersécurité concernant le F-35. Donc c'est extrêmement préoccupant. Alors mon analyse, mais ce n'est que mon hypothèse, peut-être que l'avion s'est crashé parce qu'il a été piloté à distance. A-t-il subi au préalable un sabotage? Peut-être, on ne le sait pas, mais moi c'est la seule explication que je vois. Pour moi, c'est un pirate qui a pris le contrôle de l'avion et qui l'a crashé. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en plus, l'avion est devenu indétectable, même pour les États-Unis. Donc ce qui montre bien quand même qu'il y a eu quand même un problème de sécurité, éventuellement une prise de contrôle via un pirate informatique. Ce n'est que mon avis. Alors autre information intéressante, les missiles longue portée ATACMS ne seront pas livrés à l'Ukraine et la décision a été prise non pas par le Pentagone mais par Joe Biden lui-même. Alors certainement dans un éclair de lucidité, Joe Biden s'est souvenu d'une conférence de presse qu'il avait fait au monde entier où il disait qu'il ne livrerait pas d'armes susceptibles de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et donc il avait dit qu'il ne fallait pas
franchir certaines lignes rouges, qu'en aucun cas la Russie elle-même ne devait être touchée par des armes de l'Ukraine. Bon, en attendant, voilà, Joe Biden lui-même apparemment a décidé qu'il n'y aurait pas de livraison de missiles à longue portée à TACMS. Concernant les chars Abrams, Joe Biden a peut-être voulu un peu contrebalancer sa décision et a dit qu'il livrerait bientôt des chars Abrams. La décision de fournir des chars Abrams à l'Ukraine représenterait un revirement puisque les responsables américains de la défense avaient déclaré à plusieurs reprises que ces chars n'étaient pas adaptés aux forces de Kiev en raison de leur complexité et de leur trop lourde logistique associée. Je cite, hein, je ne fais que citer. Voilà, bon. Alors, autre information concernant la fabrication des munitions par les Russes selon Business Insider. Donc on va aller directement voir l'article. Business Insider Pays-Bas nous dit au 14 septembre, les fabricants russes fabriquent jusqu'à 7 fois plus de munitions que les fabricants d'armes occidentaux selon un responsable estonien de la défense. Et maintenant, je vais vous lire un article de Reuters World qui date du 16 septembre qui est très intéressant. Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient augmenter leur production d'artillerie un peu plus tôt que prévu, avec 100 000 obus mensuels d'ici 2025, au lieu des 80 000 obus prévus en temps normal. Aujourd'hui, il atteint 25 000 obus par mois, soit près du double des 14 000 mensuels d'avant-guerre. D'ici 2024, ils s'attendent à produire 65 000 obus par mois. Mais ces chiffres, même d'ici 2025, sont loin d'être suffisants et les problèmes sont innombrables. Je cite, « Les prix des équipements et des munitions montent en flèche. À l'heure actuelle, nous payons de plus en plus pour exactement la même chose, a déclaré samedi l'amiral néerlandais Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, après une réunion des chefs de la défense de l'Alliance à Oslo. Cela signifie que nous ne pouvons pas garantir que l'augmentation des dépenses de défense conduise réellement à plus de sécurité. Les 100 000 obus mensuels des États-Unis d'ici 2025 signifieraient une production de 1,2 million d'obus par an. Un nouvel article du New York Times indique que la Russie produit déjà plus de 2 millions d'obus par an. Les coûts de production de la Russie sont également bien inférieurs à ceux de l'Occident, en partie parce que Moscou sacrifie la sécurité et la qualité dans ses efforts pour fabriquer des armes à moindre coût, a déclaré M. Salm. Par exemple, il en coûte à un pays occidental entre 5 et 6 000 $ pour fabriquer un obus d'artillerie de 155 mm, alors qu'il en coûte à la Russie environ 600 $ pour produire un obus de qualité comparable de 152 mm, a-t-il expliqué. Alors, bon, entre nous, ça c'est moi, hein, c'est plus l'article. Hein. La sécurité et la qualité sont la raison pour laquelle les obus russes sont moins chers, paraît-il. Alors, l'ampleur des efforts déployés en Occident pour sauver la face est tout simplement époustouflante. Il s'agit d'une majoration de près de 1000% sur les obus russes. Les obus supérieurs de l'OTAN, entre guillemets, sont-ils 1000% plus sûrs et plus efficaces que les obus russes? Les images du champ de bataille suggèrent un non catégorique, selon moi. Et comme si cela ne suffisait pas, les États-Unis semblent être confrontés à un grave problème de sabotage ou simplement au lent déclin, montrant une grande incompétence technique. Il y a 2 jours, un F-35 s'est écrasé en Caroline du Sud, ce à quoi les autorités militaires ont dû lancer un appel public embarrassant pour le retrouver. Et oui, il faut se souvenir de ça aussi en plus. Alors, la Corée du Sud prête des obus sous pression américaine. On va voir un article ensemble. Alors que peut-on lire sur l'article de Reuters qui date un peu puisqu'il date du 12 avril 2023 ? La Corée du Sud prêtera 500 000 obus d'artillerie aux États-Unis. Vous notez que la Corée du Sud prête et non pas donne.
La Corée du Sud a conclu un accord pour prêter aux États-Unis 500 000 obus d'artillerie de 155 mm, ce qui pourrait donner à Washington une plus grande flexibilité pour approvisionner l'Ukraine en munitions, a rapporté mercredi un journal sud-coréen. Le journal Dong Alibo a cité des sources gouvernementales non identifiées, affirmant que la Corée du Sud avait décidé de prêter les munitions au lieu de les vendre, afin de minimiser la possibilité que des obus sud-coréens soient utilisés dans le conflit ukrainien. Vous voyez un peu l'hypocrisie de la Corée du Sud. Bon, maintenant, parlons quand même le vrai. Les États-Unis et l'Europe se moquent de la Russie en disant « Oh, regardez, ils ont plus d'obus, ils sont obligés d'aller voir la Corée du Nord. » Alors, je le rappelle que c'est que de la spéculation. On ne sait pas ce que la Corée du Nord et la Russie ont conclu comme accord militaire. Mais bon, ils disaient ouais, vous voyez, la Russie va mendier des obus à la Corée du Nord et même, certains disent, à la Chine. Et que voit-on là, il y a 5 mois, comme c'est marqué là, que les États-Unis ont mendié 500 000 obus. Parce que dans l'histoire, là c'est pas marqué là, hein, mais dans l'histoire, c'est qu'au début, la Corée du Sud avait refusé ce prêt ou ce don ou la vente de 500 000 obus. Ils avaient refusé, malgré la pression des États-Unis, pour éviter que la Corée du Sud soit pris comme co-belligérant par la Russie. Sans compter que la Corée du Sud a de bonnes raisons, puisqu'elle a la Corée du Nord et la Chine à côté. Et je vous rappelle comme ça en passant que la Corée du Sud est techniquement toujours en guerre avec la Corée du Nord. Et il y a des tensions en ce moment, donc elle ne voulait pas en donner. Au final, elle a cédé, puisque les États-Unis ont fait tellement pression sur la Corée du Sud que la Corée du Sud a cédé. Mais pour ne pas perdre complètement la face, malgré tout, elle a dit on va vous les prêter, on va pas vous les vendre, on va vous les prêter, pour éviter qu'on soit co-belligérant quand même. Vous voyez? Bon. Alors là maintenant on va passer à deux petites affaires pour le suivi de ce que je disais dans mes précédents points militaires. Donc là ça va concerner Sarah, la transgenre porte-parole militaire ukrainien, et Annalena Baerbock qui a évidemment encore fait des siennes. On va voir ça dans les articles. Alors sur Big News Network, on a au 21 septembre, l'Ukraine suspend les menaces de mort du porte-parole militaire transgenre. Sarah, voilà, l'américain devenu américaine et qui était devenu le porte-parole du commandement militaire ukrainien. Que lit-on? La promesse de Sarah Ashton-Sirilo de traquer des propagandistes russes a provoqué l'indignation des conservateurs américains. Les forces de défense territoriale ukrainiennes ont licencié leur porte-parole transgenre américain pour avoir menacé d'une vague d'assassinats contre les propagandistes du Kremlin à travers le monde. La menace dramatique de Sarah Ashton-Sirilo a attiré l'attention du sénateur américain J.D. Vance, qui a demandé à l'administration du président Joe Biden d'expliquer si elle finançait ce contenu. Les déclarations du sergent junior Ashton-Sirilo ces derniers jours n'ont pas été approuvées par le commandement des défenses territoriales ukrainiennes ni par le commandement des forces armées ukrainiennes, ont déclaré les forces de défense territoriale ukrainiennes dans un message sur Twitter mercredi. Bon, voilà, on va pas lire tout l'article, mais bon, en gros, bon, c'est ridicule, évidemment. Tout ça, c'est ridicule. Ensuite, sur Politico, on a Annalena Baerbock qui qualifie le chinois Xi Jinping de dictateur, donc le président chinois, évidemment, ça n'a pas été traduit, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Si Poutine gagnait cette guerre, quel signe cela représenterait-il pour les autres dictateurs du monde, comme Xi, comme le président chinois, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. C'est elle, Annalena Baerbock. Elle est complètement incompétente et stupide, hein, pour information. S'est déjà fait taper sur les doigts par Olaf Scholz quand elle avait déclaré que l'Allemagne était en guerre contre la Russie. Voilà, ça date du 16 septembre.
La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a qualifié vendredi le président chinois Xi Jinping de dictateur en soulignant le soutien du gouvernement allemand à l'Ukraine. Nous soutiendrons l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra, a déclaré Baerbock vendredi sur Fox News lorsqu'on lui a demandé comment le gouvernement de Berlin voyait la fin de la guerre avec Poutine contre l'Ukraine. Si Poutine gagnait cette guerre, quel signe cela représenterait-il pour les autres dictateurs du monde comme Xi, comme le président chinois? C'est pourquoi l'Ukraine doit gagner cette guerre, a déclaré Baerbock lors d'une interview lors de son voyage aux États-Unis. Voilà. Bon, évidemment, là, l'Union européenne et pour le coup l'Allemagne s'est encore une fois ridiculisée à la face du monde en disant que Xi Jinping était un dictateur. Qu'est-ce que ça veut dire sur les compétences diplomatiques de cette Annalena Baerbock, ministre des Affaires étrangères? Vous imaginez la honte absolue entre Olaf Scholz qui ne dit rien par rapport à l'explosion des Nord Stream et qui trahit l'Allemagne de manière la plus complète possible au profit des États-Unis. On a cette Annalena Baerbock qui déclare que Xi Jinping est un dictateur. Comment voulez-vous qu'il y ait des relations qui se fassent entre l'Allemagne et la Chine après ça? C'est une véritable catastrophe diplomatique. Sans compter, encore une fois, je vous le rappelle, qu'elle avait déclaré que l'Allemagne était en guerre contre la Russie. Imaginez-vous un petit peu le niveau diplomatique de l'Allemagne. C'est vraiment à en pleurer. Alors là, maintenant, on va parler du chef d'état-major ukrainien, c'est-à-dire le général en chef Zaloujny. Donc autour de sa personne, beaucoup d'encre a coulé. Parce que depuis le bombardement d'un QG à Kiev, il y a de cela bien des mois, on n'avait plus entendu parler de Zaloujny. Et puis à l'époque, on n'avait plus non plus entendu parler de Boudanov, c'est-à-dire le directeur du SBU. Et au final, bon, le directeur du SBU a refait surface, mais Zaloujny, lui, on ne l'a plus revu. Alors évidemment, l'État ukrainien nous a dit oui, il y a eu une interview avec le Washington Post, oui, il a envoyé des mails, etc. Bon, comme s'il était toujours là. Mais en attendant, plus de vidéos, plus d'entretiens en temps réel du général Zaloujny, chose qu'il faisait pourtant avant. Donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Et il ne faut pas oublier que le général Zaloujny avait fait un célèbre article dans le New York Times et où il avait dit, moi, si j'ai pas tant de chars, tant de pièces d'artillerie, tant d'obus, tant de missiles, tant de je sais pas quoi, eh bien, je ne peux pas gagner la guerre. Alors évidemment, la quantité qu'il réclamait pour gagner la guerre était une quantité impossible à l'Occident de fournir, bien évidemment. Donc, entre les lignes, ça voulait dire on ne peut pas gagner la guerre. Donc Zaloujny s'était brouillé déjà à plusieurs reprises avec Zelensky parce que lui-même encore, avant son fameux article du New York Times, disait qu'il fallait faire une retraite à Bakhmout et 3 fois, publiquement, via des journaux, il avait dit « Moi, je conseille de faire une retraite de Bakhmout. » 3 fois, publiquement. Donc il y avait une brouille énorme entre Zaloujny et Zelensky. Et ce dont on parlait, les bruits de couloir, c'était que Zaloujny allait être remplacé par le directeur du SBU, Boudanov. Et au final, ça ne s'est pas fait. Donc voilà, donc Zaloujny est toujours là. Mais là, je vais vous montrer 2 articles très intéressants concernant son cas. On va commencer par le journal The Press United, au 22 septembre, donc très récent. Le journal en chef de Kiev pourrait faire l'objet d'une enquête criminelle. La BBC, ça on vous ne le dit pas dans les médias français, hein. Et ça vient de la BBC. Hein. Des responsables militaires ukrainiens font l'objet d'une enquête sur l'effondrement des défenses du Sud au début du conflit avec la Russie. Les forces de l'ordre ukrainiennes, notamment le Bureau d'enquête d'État DBR et l'Agence de renseignement intérieur SBU, enquêtent sur plusieurs hauts responsables militaires au sujet des événements survenus dans le sud du pays au premier jour du conflit en cours avec Moscou, a rapporté jeudi la BBC Ukraine, citant ses sources.
Plus de 50 personnes ont déjà été interrogées dans le cadre de l'enquête selon le média. Les forces de l'ordre du pays cherchent à établir les circonstances qui ont rendu possible l'avancée rapide de la Russie dans le sud du pays, comme l'échec de la destruction des ponts reliant la région ukrainienne de Kherson à la péninsule russe de Crimée. L'enquête devrait concerner le commandement des forces armées ukrainiennes. Le général Valery Zaloujny, suggèrent les sources de la BBC Ukraine. L'enquête criminelle en cours est déjà connue sous le nom de « Affaire Zaloujny ». Cependant, jusqu'à présent, le général en chef de Kiev n'a pas été convoqué par les enquêteurs ni officiellement impliqué dans cette affaire. Le général avait déjà témoigné sur l'effondrement des défenses ukrainiennes dans le sud devant une commission spéciale créée pour évaluer la situation. Zaloujny a fait des remarques plutôt controversées devant la commission, insistant sur le fait que tous les efforts devraient être consacrés à la guerre plutôt que de rejeter la faute et déclarant que chacun aura sa propre vérité sur les événements du Sud, a rapporté la BBC. Voilà, bon après c'est l'histoire, mais vous voyez un petit peu, soudainement, le général en chef Zaloujny fait l'objet d'une enquête criminelle. C'est étonnant. Le général Zaloujny, comme par hasard, avait montré moult désaccords avec Zelensky concernant Bakhmout, disant qu'il faudrait faire une retraite. 3 fois, publiquement. Et Zelensky a à chaque fois insisté sur le fait qu'il fallait absolument prendre Bakhmout, qui est maintenant nommé Artyomovsk, c'est-à-dire le nom russe. Donc vous voyez un petit peu comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Et ça fait des mois qu'on n'a pas vu Zaloujny, je vous le rappelle. Des mois qu'on n'a pas vu Zaloujny, alors que d'habitude, il apparaissait souvent devant les caméras. Donc ce qui nous amène au second article. Étrange rumeur sur la disparition du général en chef Zaloujny. Ça date du 12 mai, donc il y a plusieurs mois. Donc là, c'est selon le Times. Le refus du chef d'état-major général des forces armées ukrainiennes de participer à la réunion du comité militaire de l'OTAN à Bruxelles, y compris en vidéoconférence, est incompréhensible, alors que la contre-offensive ukrainienne en gestation depuis des mois est devenue le dossier majeur de l'OTAN. Vous imaginez, il n'a pas participé. Mais moi, je vous dis pourquoi. Juste avant, il y a peu de temps avant, j'avais fait une vidéo là-dessus. Le quartier général de Kiev avait été bombardé par les Russes. Et juste après, on n'avait plus vu Zaloujny ni Boudanov, le directeur du SBU, on les avait plus vus. Et après, Boudanov est réapparu, mais des semaines et des semaines plus tard. Alors que Zaloujny, on l'a jamais revu. Alors, au bout d'un moment, on disait, est-il mort lors de l'explosion du quartier général à Kiev? Quartier général principal, hein, je le rappelle. Et peu après, il y avait cette réunion, ce comité militaire à l'OTAN, pour discuter de la contre-offensive majeure, la grande offensive, sur Zaporijie. Et Zaloujny ne s'était pas pointé. Voilà. Même pas en vidéoconférence. Alors évidemment, alors là après, que lit-on après? Il y a d'abord une rumeur sur la mort des généraux Zaloujny et Syrski, qui auraient été tués à Bakhmout. Bon, ça c'est la rumeur. Bakhmout, c'est voilà, c'est pas vrai. C'est Syrski qui à un moment donné, on ne le voyait plus, le général Syrski. Le général Syrski, qui est l'officier en chef qui s'occupait de tout ce qui est Bakhmout, c'est-à-dire le général des forces armées terrestres ukrainiennes. Zaloujny, en aucun cas, était à Bakhmout. Hein. Voilà. Donc, bref, bon, eux, ils mélangent un petit peu, c'est les journalistes, c'est normal. Cette affirmation a été démentie par le ministère ukrainien de la Défense. Mais ensuite, selon le colonel à la retraite Anatoly Matvichuk, les généraux Syrski et Zaloujny auraient été arrêtés pour cause de désaccord avec Zelensky pour lui avoir désobéi. Vrai ou faux, toujours est-il que ces généraux ont disparu des radars depuis plusieurs jours. Ça, c'était le 12 mai. Bon, le général Syrski apparemment serait revenu, mais encore une fois, on ne le voit jamais. On ne le voit jamais. C'est comme le général Zaloujny, on ne le voit jamais.
Donc vous voyez, à mon avis, mais ce n'est que mon avis, à mon avis, ils ont été effectivement arrêtés, comme le dit le colonel ukrainien à la retraite Anatoly Mavitchouk. Voilà. Donc si ces faits sont avérés, cela signifie que l'armée ukrainienne est momentanément décapitée. Ce qui fait dire à Anatoly Mavitchouk que les troupes ukrainiennes vivent leurs derniers jours. Et à mon avis, c'est vrai. Alors que peut-on conclure sur l'affaire Zaloujny? Bah en fait, il y aurait tellement de choses à dire. Bon, je vais pas tout redire parce que c'était dans tous mes points sur l'Ukraine, bout à bout. Mais bon, le résumé, vraiment, les grosses lignes, c'est que le général Zaloujny, au début, avait fait des déclarations comme quoi il était loin d'avoir le matériel nécessaire militaire pour vaincre la Russie. Donc là, déjà, ça avait fait couler beaucoup d'encre. Ensuite, Zaloujny qui dit qu'il faut absolument faire une retraite sur Bakhmout, il l'a dit à 3 reprises. Ensuite, il a été épaulé par le général Syrski qui lui aussi a dit qu'il fallait faire une retraite sur Bakhmout, qui maintenant s'appelle Artyomovsk en russe. Donc tout ça, ça sentait très mauvais pour eux. Et ensuite, ils ont disparu pendant des mois et on ne les a jamais revus. Alors on vous remonte de vieilles vidéos, de vieilles photos de Zaloujny ou de Sierski, mais rien ne prouve qu'ils sont toujours bien là. Donc moi, mon avis, selon toutes ces informations, c'est qu'ils ont été effectivement arrêtés, comme le dit le colonel ukrainien à la retraite Mavitchouk. Et je pense qu'en fait, ils ont été arrêtés pour cause de désaccord avec l'offensive ukrainienne. Parce que Zelensky, lui, c'est on y va, quoi qu'il arrive, quelles que soient les pertes humaines. Et à mon avis, Zaloujny et Syrski étaient quand même un peu plus proches de leurs hommes et voulaient pas faire un hachoir à viande de Bakhmout à la base. Et ils ont dit non, faut faire une retraite. Zelensky a refusé et les a mis aux arrêts. À mon avis, ils sont prisonniers. Alors tout ça, c'est que de la spéculation, hein. Ce n'est que mon avis, mais ça me paraîtrait logique. C'est soit ils ont été mis aux arrêts, soit ils sont morts. On ne sait pas. Mais encore une fois, ce ne sont que des hypothèses de ma part. Maintenant, on va passer à la conclusion. Bon, la conclusion maintenant. Alors les médias admettant largement l'échec militaire de Kiev ainsi que les pertes gigantesques de l'armée ukrainienne parlent maintenant d'une guerre longue. Ils parlent d'une guerre longue pour ne pas dire que la guerre est déjà perdue, et ce depuis longtemps. En fait, comme je le répète depuis 1 an et demi, dans la plupart de mes points sur l'Ukraine, Kiev a déjà perdu la guerre au moment où la guerre avait commencé. Voilà. Donc pour moi, la guerre longue est une invention médiatique ou du Pentagone pour faire durer un suspense qui n'existe pas et n'a jamais existé en réalité. En fait, comment se pourrait-il qu'il y ait une guerre longue puisque l'Occident n'a presque plus rien en stock d'armes, en munitions et en blindés, puisqu'elle a déjà donné une grosse partie de tout ce qu'elle avait à l'Ukraine. Aussi, les derniers sondages, surtout américains, donc les plus importants, montrent que la majorité des Américains ne veulent plus donner d'armes et d'argent à l'Ukraine. Donc ça, c'est un gros événement quand même. Ensuite, Kiev n'a plus d'hommes pour continuer la guerre, car ces hommes ont subi des pertes gigantesques et qui continuent présentement. Et on est arrivé à demander aux autres pays européens d'envoyer leurs réfugiés ukrainiens pouvant se battre en Ukraine et de demander à certains malades, même aux malades mentaux légers, de demander aux adolescents de 16 ans et même aux femmes, ainsi que tous ceux qui pourraient être mobilisés. Bref, on gratte les fonds de tiroir. Donc jusqu'aux derniers Ukrainiens. En outre, il y a grosso modo 600 000 soldats russes en Ukraine qui ne vont pas défendre éternellement, bien évidemment, et il faudra bien qu'ils prennent entièrement les oblasts déjà considérés officiellement comme russes. Et toujours côté russe, la guerre coûte une fortune. Même si la Russie peut se le permettre encore un moment, cela ne peut pas durer éternellement. Et d'ailleurs, tout comme du côté de l'Occident. L'Occident est épuisé financièrement et militairement elle aussi.
Alors d'autant qu'il est devenu urgent pour la Russie, en plus de prendre l'oblast d'Odessa, ce qui veut dire obligatoirement donc prendre l'oblast de Mykolaïev avant, car la Crimée est perpétuellement attaquée par des attaques de drones et de missiles ukrainiens. Donc pour libérer une fois pour toutes la Crimée de toutes ces menaces, il faudra bien prendre la ville d'Odessa, parce que c'est de la ville d'Odessa que tout part. Voilà. Et en plus, évidemment, les dernières nouvelles de la crise des céréales ukrainiennes, avec 3 pays européens qui ne veulent plus acheter les céréales ukrainiennes pour protéger les revenus de leurs agriculteurs. En plus, la plainte de Zelensky contre ces 3 pays. En plus, la rétorsion de la Pologne qui ne veut plus donner d'armes à l'Ukraine. Tout cela montre un délitement extrême d'une Ukraine qui n'a plus d'économie et est en réalité un pays d'une extrême pauvreté, sans les subsides européens et américains mensuels. Et Vladimir Poutine, en réalité, lui, il n'a plus qu'à se caler dans son fauteuil et attendre l'effondrement total de l'Ukraine sans même avoir levé le petit doigt. Bon, même si, à mon avis, cette grande offensive russe, à mon avis, aura lieu très bientôt, avant les pluies, hein, avant la fameuse Rasputitsa. Voilà. Tout cela montre que la guerre, selon moi, ne peut pas durer, et si je devais deviner quand, je dirais qu'elle se terminera avant l'hiver. Bon, je peux me tromper, mais c'est mon avis. On va passer maintenant à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Comme à chaque fois, donc je le répète, c'est une carte militaire ukrainienne. Donc les frontières entre les forces russes et les forces ukrainiennes sont à prendre avec des pincettes, mais elles sont en gros plus ou moins exactes. Alors que s'est-il passé cette semaine? Évidemment, les attaques de la Crimée, hein, par des dizaines de drones, dont quasiment tous sont arrêtés. Donc depuis les dommages sur le port de Sébastopol, qui en fait, aux dernières nouvelles, les dommages sont mineurs au final. Donc puisqu'on a appris que les images montrant un bateau de guerre russe qui était extrêmement abîmé par un missile, en fait c'était des photos trafiquées. On l'a appris dernièrement. Alors pourtant, les Ukrainiens ne font pas ça systématiquement, hein, à ce niveau-là, tout du moins. Mais là, c'est nouveau, donc au final, non. Le bateau était endommagé, c'est vrai, mais tout à fait réparable. Et le sous-marin n'a eu que très peu de dégâts. Donc le sous-marin s'appelle le Rostov-sur-le-Don, et le bateau soi-disant détruit s'appelait le Minsk. En fait, le sous-marin et le bateau étaient ici depuis très longtemps. C'est pour ça ça a été facile de les bombarder. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y avait quasiment aucune protection autour, très peu tout du moins, tout simplement parce que c'était des bateaux qui étaient là depuis très longtemps, et ainsi que le sous-marin. Et en plus, ils n'étaient pas prévus pour reprendre la mer, soit définitivement, soit avant très longtemps. Donc en gros, c'était même pas des bateaux en activité, donc plein de munitions, de missiles ou d'hommes. Voilà. Et en plus, on apprend qu'en fait tout était faux, et qu'il y a quasiment, on peut pas dire pas quasiment pas de dégâts, mais très peu de dégâts, tout du moins, et qu'en fait ils sont en réalité tout à fait réparables. Donc ça, c'était quand même la chose à dire. Mais les Ukrainiens ont fait d'autres dégâts ailleurs en Crimée, donc, qui ont été un petit peu gênants. Ça, c'est vrai. Mais on va dire que 98%, à peu près 98-99% des drones sont arrêtés, et environ 90% des missiles de croisière, Storm Shadow ou Scalp, sont arrêtés, tout du moins pour la Crimée, hein. Je parle que pour la Crimée. Alors pourquoi je précise pour la Crimée? Parce que la Crimée est l'endroit le plus protégé en système antiaérien russe. Donc il y a des protections partout. Il y a des protections de systèmes antiaériens terrestres, principalement S-300, S-400,
Pantsir et Tor. Et en plus, il y a des systèmes antiaériens grâce à des bateaux équipés de systèmes antiaériens. Donc la Crimée est l'endroit le plus protégé de toute la zone rose que vous voyez là. C'est l'endroit le plus protégé. Par contre, les Russes ont fait des attaques sur Odessa assez puissantes cette semaine. Hein, Odessa est perpétuellement attaqué aussi, mais aussi sur Lviv. Lviv, en russe on dit Lvov, c'est une ville qui a été beaucoup attaquée et un tout petit peu Kiev. Mais voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur les attaques ukrainiennes concernant le sud. Maintenant, pour le reste, vraiment, c'est très calme. Là, les Ukrainiens, au niveau du front, surtout d'Orirov, parce que c'est là que les Ukrainiens veulent faire la percée, là, il y a une pause. Ça fait une semaine qu'il y a une pause, voire même 2 semaines, je dirais qu'il y a une pause. Euh, les Ukrainiens, à un moment, jetaient toute leur force sur Verbovoye, donc qui est ici, voilà, ici. Donc là, on voit pas très très bien sur cette carte ukrainienne, mais voilà, Verbovoye. Alors comme vous voyez, c'est une carte ukrainienne, donc il y a quasiment une partie de Verbovoye qui est considérée comme prise par les Ukrainiens. C'est ridicule, évidemment. C'est comme Rabotino qui est ici, fait comme ça. Rabotino, évidemment, c'est pas du tout le cas. En fait, toute la partie que vous voyez là devrait être rose. Toute cette partie-là devrait être rose. Donc là, un peu moins ici, il faut dire ce qui est. En fait, là, ça devrait être rose. Toute cette partie-là devrait être rose. Pas ici, effectivement, les Ukrainiens ont ce côté-là. Faut pas oublier que la ligne de Soulovikine, elle passe comme ça. Hein. Elle passe à frôle Verbovoye. Donc une vraie ligne de Soulovikine avec tranchées anti-char, dents de dragon, etc. Pas celle qu'on vous dit ici, où il y a quelques tranchées, je dis bien des tranchées où on met des hommes, hein, qui étaient ici ou là, et que tout d'un coup les médias se sont mis à dire qu'ils avaient franchi la première ligne de défense. Non, la première ligne de défense est ici. Et tant que vous ne voyez pas des tranchées anti-char et des dents de dragon sur les images, c'est qu'ils n'ont pas franchi la ligne dite de Soulovikine. Parce que les vraies lignes de défense s'appellent lignes de Soulovikine. Il y en a 4. Voilà, pour aller jusqu'à Tokmak. Voilà. Sans compter qu'il y a 4 lignes de défense pour aller à Tokmak. Et Tokmak est elle-même entourée à 360 degrés d'une ligne de défense à elle toute seule, rien que pour cette ville. Hein. Donc, bref, zéro chance. Absolument zéro. Voilà, mais sinon, c'est très calme. J'ai l'impression que les Ukrainiens ont fait une pause. Hein. Ils ont fait une pause. Alors, ils ont fait une pause dans le sens, ça bataille toujours, mais il n'y a pas de grande offensive. Hein. Voilà, il n'y a pas d'offensive du tout même. Là, ils ont fait une pause dans le sens, ils sont en défensive. Alors, Avdiivka, grande forteresse ukrainienne. Évidemment, carte ukrainienne, elle est fausse. Les Russes sont ici. Les Russes ils sont à peu près ici. Donc, en gros, Avdiivka est complètement fermée. Toutes les routes sont barrées. Il n'y a plus aucun approvisionnement possible pour Avdiivka. Avdiivka ne fonctionne, côté ukrainien, que sur ses provisions, que sur ses stocks. Donc évidemment, ça ne tiendra pas éternellement. Bien évidemment. Mais par contre, moi, je suis admiratif des soldats ukrainiens parce que j'estime que ça fait à peu près 3-4 semaines qu'ils sont en autarcie complète, les forces ukrainiennes d'Avdiivka. Et c'est fort hein, ce qu'ils font au niveau de la survie, parce qu'ils sont pris en tenaille, ils sont quasiment assiégés, pourrait-on dire, et ils tiennent encore bon. Hein. Donc ça, c'est fort quand même. Ils sont déterminés, pourrait-on dire. Alors évidemment, comment ne pas parler du sud de Bakhmout, qui est maintenant s'appelle Artyomovsk. Donc il y a 3 lignes d'attaque ukrainiennes.
Les Ukrainiens, moi j'ai appris, parce que moi au début je croyais à ce que je voyais, parce que j'ai vu beaucoup de rapports qui disaient, mais des rapports ukrainiens bien sûr, qui disaient que Klitschivka et Andrievka avaient été prises par les Ukrainiens. Alors bon, je me disais, bon, ok, c'est possible. Au final, non, évidemment, c'est un énième mensonge pour remonter le moral des troupes. En fait, Klitschivka et Andrievka, rien du tout. En fait, tout ça, c'est rose au final. Tout ça, c'est rose. En fait, ils n'ont rien avancé du tout. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, Klitschivka, c'est même pas un champ de ruines parce qu'on voit même plus les ruines. Ça fait que des carrés blancs quand on peut voir les fondations des quelques maisons, puisque ce sont des tout petits villages minuscules qui ne représentent que quelques dizaines de maisons. Donc vous vous doutez bien que avec quelques dizaines de maisons, on ne peut pas poster des troupes, surtout qu'elles sont rasées aux fondations. Donc ça, c'est la race campagne. Donc vous mettez un seul homme ici, il est immédiatement vu. Alors imaginez-vous si vous mettez des troupes et des blindés. C'est-à-dire que vous êtes immédiatement détruit. Donc en fait, les Russes sont ici, tout ça, à droite du pointeur. Et en fait, tout ça, c'est une zone grise. Alors d'un autre côté, les Russes n'ont rien conquis aussi, hein. Ni les Russes ni les Ukrainiens n'ont conquis quoi que ce soit. C'est le statu quo. Mais les Ukrainiens continuent d'avancer, donc ils se font massacrer au fur et à mesure, comme une vague qui s'écrase contre un mur. Voilà, et ça continue. Donc les Russes sont très contents comme ça, donc ils n'ont pas besoin de faire des grandes offensives, ils attendent. Voilà, ils massacrent, et c'est leur fameuse stratégie qu'ils appellent guerre d'attrition, aussi appelée guerre de Soulovikine ou stratégie de Soulovikine, puisque c'est lui qui a implémenté la guerre d'attrition quand il a remplacé le général Lapine, il y a plus d'un an maintenant. Voilà, voilà. Sur le front nord d'Altiomovsk, rien ne se passe. Et puis pour le reste du front, rien ne se passe. Les Russes n'avancent pas. Encore une fois, comme je le dis à chaque fois, exprès. Voire même, ils ont peut-être même un peu reculé effectivement dans la région de Kupiansk. Moi, à mon avis, mais ça ne reste que mon avis, ils se préparent à la grande offensive et bon, ils prennent vraiment leur temps. Mais en attendant, ça bataille, hein, bien évidemment, ça bataille. Et les Ukrainiens, eux, continuent à faire des offensives, par contre. Mais des petites offensives quotidiennes, j'ai envie de vous dire, celles habituelles. Et non plus les grandes offensives, comme ils ont fait dans le sud de Bakhmut, hein, comme je viens de vous le montrer ici, et comme ils ont fait sur la région d'Orirov. Donc sur Orirov, il y a une pause. Dans le sud de Bakhmut, ça continue à batailler. J'ai envie de vous dire, c'est même là où ça bataille le plus, là, dans le sud de Bakhmut. Mais bon voilà, sinon d'un côté comme de l'autre, il ne se passe pas grand-chose. Là maintenant, du côté ukrainien, il y a comme une pause. Ça, on peut le dire, depuis 2 semaines environ, les Ukrainiens ont fait une pause. Alors une pause, on ne sait pas pourquoi, manque de munitions, manque d'hommes, épuisement, défection dans l'armée ukrainienne. On ne connaît pas évidemment les raisons, mais en tout cas, il y a une pause qui dure, et qui dure hein, depuis un moment maintenant. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Voilà, c'est fini pour le point sur l'Ukraine. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube. Et toujours, soyez curieux.